Je le choisis lui. Mais si cela ne fonctionne pas dans quelques mois, nous pourrons discuter, a-t-elle dit, s'attendant à ce que j'attende. J'ai supprimé son numéro cette nuit-là. 3 mois plus tard, elle s'est présentée à mon appartement en pleurant, il l'avait quitté. J'ai ouvert la porte avec ma nouvelle petite amie derrière moi. Le dernier son normal dont je me souviens était le sifflement de la bouilloire. C'était un mardi. Je lui préparais son thé comme elle l'aimait, du miel, pas de lait, parce qu'elle avait passé une longue journée. La vapeur embrumait la fenêtre au-dessus de notre évier, brouillant les lumières de la ville en taches dorées. Notre appartement. Pendant 2 ans, cela avait été un sanctuaire. Maintenant, il semblait juste être un décor attendant que la scène commence. J'avais senti la distance grandir pendant des semaines, comme une fuite lente dans un pneu. Chloé était devenue un fantôme dans sa propre vie, me souriant à travers une vitre. Son téléphone, autrefois laissé négligemment sur le canapé, vivait désormais dans son poing serré où était posé écran face contre terre sur sa cuisse. Les rires qui résonnaient autrefois dans notre petite cuisine avaient été remplacés par le tapotement tendu de ses pouces sur le verre. J'ai apporté la tasse dans le salon. Elle était recroquevillée à l'extrémité du canapé, les jambes repliées sous elle, fixant son téléphone avec une intensité habituellement réservée à la résolution d'une crise. Un léger sourire a effleuré ses lèvres. Il a disparu quand elle m'a vu. « Merci », dit-elle, prenant la tasse sans me regarder. Son pouce continuait de défiler. « Mauvaise journée ?» ai-je demandé, m'asseyant dans le fauteuil en face d'elle, et non à côté d'elle. Une nouvelle habitude. Non, juste longue. Elle a finalement posé le téléphone, mais l'a placé face contre terre sur le coussin à côté d'elle. Un mur de forteresse. Et toi? C'était correct. Le projet Beaumont a reçu le feu vert. C'est génial, dit-elle, sa voix étant une ligne plate et exercée. Ses yeux sont retournés vers le rectangle noir et silencieux de son téléphone. Le silence n'était pas paisible. Il était lourd, chargé. C'était le silence de quelque chose qui pourrit. J'ai pris une inspiration. Le plan était d'y aller doucement, de poser des questions délicates. Mais le poids de tout cela, les dîners silencieux, les plans annulés, la façon dont elle a tressailli la semaine dernière quand j'ai voulu l'embrasser pour lui dire bonne nuit a brisé quelque chose en moi. Qui est Loïc? La question est restée suspendue dans l'air, simple et brutale. Sa tête s'est relevée brusquement. La couleur a quitté son visage, puis est revenue sous la forme de 2 taches brillantes et coupables sur ses joues. C'était toute la confirmation dont j'avais besoin. J'avais vu le nom la semaine dernière. Une notification qui avait clignoté sur son écran verrouillé pendant qu'elle se douchait. « Loïc, je ne peux pas m'empêcher de penser à hier soir. » Clin d'œil. Je m'étais dit que c'était un ami du travail, une blague. Mais mon instinct, ce chien calme et fidèle que j'avais ignoré, savait. Quoi, a-t-elle soufflé, mais c'était faible. Un réflexe. Loïc, ton collègue, celui à qui tu envoies des messages jusqu'à 2 heures du matin. Celui avec qui tu as pris des verres tard après le travail jeudi dernier. Qui est-il pour toi, Chloé? Elle n'a pas essayé de nier. Au lieu de cela, un soulagement étrange a semblé l'envahir, mélangé à une colère défensive. Elle a ramené ses genoux contre sa poitrine, les entourant de ses bras. Ce n'était pas une posture de tristesse, mais de fortification. C'est un ami. Il me comprend. Il te comprend, ai-je répété, laissant l'écho creux de ces mots remplir l'espace. Et pas moi. Ce n'est pas que tu ne me comprends pas, dit-elle, sa voix gagnant un élan répété. C'est juste qu'avec toi, tout est tellement planifié, tellement sûr. Nous avons nos routines, notre petite vie. Loïc est spontané. Il voit le monde différemment. Il me fait me sentir vivante. Chaque mot était une pierre polie qu'elle avait collectionnée, retournant chacune dans son esprit. Ils sont sortis, cliniques et cruels. Vivante, ai-je dit. Le mot avait un goût de cendre. J'ai pensé à la façon dont je lui tenais les cheveux quand elle était malade. Au moment où j'avais traversé la ville à 3 heures du matin pour venir la chercher quand sa voiture était tombée en panne. À la vie calme et constante que nous avions menée ensemble. Cela n'était pas vivant pour elle. C'était ennuyeux. Je t'aime, dit-elle. Et c'était la pire chose qu'elle aurait pu dire. Mais je ne suis plus amoureuse de toi. C'est comme si tu étais mon meilleur ami.
Et Loïc, il est une étincelle. J'ai besoin de cette étincelle. Je l'ai simplement regardé. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas élevé la voix. Je me suis simplement assis dans les décombres de notre vie et je l'ai écouté narrer la visite guidée. Le calme qui s'est installé en moi était glacial. Elle a pris mon silence pour de l'acquiescement, pour l'acceptation passive dont elle venait de m'accuser. Sa posture s'est légèrement adoucie. Elle s'est redressée et s'est penchée en avant, sa voix tombant dans un ton confidentiel, presque tendre. C'était la véritable performance. « Écoute, dit-elle, tendant la main pour la poser sur mon genou. Je ne me suis pas retiré. J'ai simplement regardé sa main, cette chose familière qui semblait maintenant être celle d'une étrangère. Je le choisis lui. Je dois voir où cela mène. Cela semble important. » Elle a fait une pause, cherchant sur mon visage la dévastation qu'elle attendait, n'y trouvant que de l'immobilité. Elle a continué, s'émoustissant l'insulte ultime. « Mais il est imprévisible. Tu sais, cela pourrait ne pas fonctionner. Il n'est pas stable comme tu le es. » Elle a dit stable comme s'il s'agissait d'une maladie. Alors, j'ai juste besoin d'un peu de temps. Quelques mois. Si cela ne fonctionne pas avec lui, nous pourrons discuter. D'accord ? Elle a serré mon genou. Une parodie de réconfort. Une promesse de futur reste de sa table. Ne me déteste pas. Ne ferme aucune porte. Peux-tu faire cela pour moi ? L'audace époustouflante de tout cela m'a frappé de plein fouet. Je n'étais pas une personne pour elle. J'étais un plan de retraite, un fonds fiable et ennuyeux qu'elle pouvait encaisser si son investissement risqué échouait. Elle avait choisi de partir, mais elle exigeait que je retienne mon souffle, que ma vie reste en suspens jusqu'à ce qu'elle décide si son choix en valait la peine. La loyauté, le confort, la sécurité qu'elle tournait en dérision, elle voulait les garder sous contrat. Mon cœur ne s'est pas brisé à ce moment-là. Il s'est transformé en quelque chose d'autre, quelque chose de froid, de dur et de clair. L'amour que j'avais ressenti n'a pas disparu. Il s'est instantanément fossilisé, vestige d'un homme que je n'étais plus. J'ai lentement et délibérément soulevé sa main de mon genou et l'ai remise sur ses propres cuisses. Le contact semblait toxique. J'ai regardé dans ses yeux et je n'ai vu aucune méchanceté, juste un sentiment de droit profond et inébranlable. C'était pire. Je comprends, ai-je dit, ma voix étant calme, plate et tout à fait finale. La confusion qui a brillé dans ses yeux était la première chose satisfaisante que j'avais ressentie depuis des semaines. Elle était préparée pour les larmes, pour les cris, pour les supplications. Elle était préparée pour une scène désordonnée et émotionnelle qui validerait son choix. Voyez-vous, il est tellement dramatique, tellement nécessiteux. Elle n'était pas préparée pour un homme calme la regardant comme s'il venait de résoudre un problème compliqué. Elle n'était pas préparée à être comprise et congédiée dans le même souffle. Elle a ouvert la bouche, peut-être pour clarifier, pour expliquer davantage, pour s'assurer que son filet de sécurité était solidement attaché. Mais j'étais déjà parti. Elle est partie 1 heure plus tard. Elle a fait une valise à la hâte, ses mouvements étant saccadés et nerveux, attendant que l'autre chaussure tombe. Cela n'est jamais arrivé. Je me suis assis dans le même fauteuil, la regardant avec la curiosité détachée d'un naturaliste observant une créature étrange. Quand la fermeture éclair de la valise a grincé dans le silence, elle a finalement craqué. « Est-ce que tu ne vas rien dire ?» Sa voix était aiguë, effilochée sur les bords. J'ai regardé la valise, puis la porte. « Roule prudemment. » Le claquement de la porte a été son dernier mot. L'appartement ne semblait pas vide alors. Il semblait calme, purifié d'une terrible tension bourdonnante à laquelle je m'étais tellement habitué que j'en avais oublié la présence. Je n'ai pas bougé pendant longtemps. J'ai écouté le silence. Puis je me suis levé et j'ai commencé. J'ai commencé par la salle de bain. Son côté du comptoir, un sèche-cheveux, 3 sortes de crèmes hydratantes, un pot en céramique rempli d'épingles à cheveux et d'élastiques. J'ai placé tout cela soigneusement dans une boîte en carton. Je n'ai pas senti son shampoing sur les bouteilles. J'ai juste vu des objets qui devaient être déplacés. De l'étagère de douche, j'ai retiré son gommage parfumé aux fleurs et un rasoir avec un manche rose. J'ai essuyé les espaces désormais vides. Je suis passé à la chambre. Mes mains étaient stables. Du placard, j'ai pris les robes qu'elle avait laissées, les pulls qu'elle jugeait hors saison.
Je les ai pliés avec une précision que je ne savais pas posséder, créant des rectangles de tissu nets et ordonnés. J'ai vidé le tiroir de sa table de nuit, un roman à moitié lu, un câble de chargement, une bouteille de mélatonine, un paquet de mouchoirs, les détritus impersonnels d'une vie partagée. Le salon était le suivant. Le coussin qu'elle aimait, la couverture douillette qu'elle accaparait toujours, un verre d'eau qu'elle avait utilisé ce matin-là, toujours posé sur un sous-verre. Je l'ai lavé, séché et placé dans la boîte avec les autres choses. Il n'y avait pas de rage en moi, pas de projection cathartique de souvenirs. C'était un exorcisme pratiqué avec un calme chirurgical. Je ne l'effaçais pas. J'auditais l'inventaire et je retirais ce qui n'avait plus sa place. Avec chaque objet emballé, l'espace ressemblait davantage au mien. Plus léger. La dernière chose a été la plus difficile. Pas émotionnellement, mais logistiquement. La photo encadrée sur l'étagère. Nous, au mariage d'un ami il y a 1 an. Souriant, sa tête sur mon épaule. Je n'ai pas ouvert le cadre. Je ne l'ai pas regardé. J'ai simplement placé l'objet entier, cadre et tout, face contre terre dans la dernière boîte. Clic. 4 boîtes. Voilà à quoi se résumaient 2 années. Je les ai fermées avec du ruban adhésif, le son étant fort et définitif dans l'appartement silencieux. J'ai écrit Chloé en gros marqueur noir sur chacune d'elles et je les ai alignées près de la porte d'entrée comme des soldats obéissants. Alors, et seulement alors, j'ai sorti mon téléphone. Je suis allé sur son contact, une photo d'elle riant, le soleil dans ses cheveux. Je n'ai rien ressenti. J'ai cliqué sur modifier. J'ai supprimé le numéro. J'ai supprimé la photo. J'ai enregistré le contact sous le nom de Chloé uniquement. Une entrée vide et générique. Puis j'ai ouvert mon application de messagerie. J'ai trouvé notre fil de discussion. Une cascade de vieux je t'aime, de listes de courses et de mèmes qui s'étaient lentement transformés en je suis en retard et en d'accord. J'appuyais en haut à droite. Bloquer ce correspondant. Une fenêtre de confirmation est apparue. Bloquer Chloé. J'ai appuyé sur bloquer. C'était aussi simple que cela. Le cordon numérique était coupé. J'ai envoyé un dernier message au numéro que je venais de supprimer mais que je connaissais encore par cœur. Il était 23h47. Tes effets personnels restants sont emballés et près de la porte d'entrée. Ils seront à l'extérieur de l'appartement 4B demain de 17h à 19h pour être récupérés. Après 19h, ils seront donnés. La clé de cet appartement ne fonctionne plus. Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux, je suis allé me coucher et j'ai dormi d'un sommeil profond et sans rêve pour la première fois depuis des mois. Le lendemain soir à 17h05, on a frappé à la porte. J'avais déplacé les boîtes dans le couloir. J'ai ouvert la porte, mon corps bloquant l'entrée de mon appartement. Elle semblait différente, fatiguée, mais avec une énergie nerveuse. Elle était habillée comme si elle revenait d'un rendez-vous galant ou si elle s'y rendait à Deauville. L'influence de Loïc, supposais-je. Ses yeux ont regardé derrière moi, essayant de voir à l'intérieur, puis vers les boîtes avec son nom dessus. Sa performance était prête. « Salut », dit-elle, tentant un sourire doux et plein de regrets. « Est-ce que tu vas bien ? Je sais que c'est difficile. J'ai à peine dormi. » Je n'ai pas répondu à la question. « Tes affaires sont là », ai-je dit, désignant les boîtes d'un signe de tête. Elle a tressailli, déstabilisée par l'absence de scénario. « D'accord. »« Oui. » Elle a hésité, changeant de posture. « Je veux juste que tu saches que c'est vraiment difficile pour moi aussi. Mais c'est pour le mieux. Pour nous deux. » Nous étions dans une impasse. Je suis resté silencieux, appuyé contre le cadre de la porte, attendant qu'elle finisse pour pouvoir entrer. Sa frustration a commencé à transparaître à travers le masque soigneusement construit de la personne qui rompt avec compassion. « Tu ne vas même pas te battre pour nous ?» a-t-elle demandé, un rire nerveux lui échappant. « Vois-tu, c'est ce que je veux dire. Tu es tellement passif. Tu acceptes simplement la situation. Où est l'émotion ? Où est le combat ? » C'était là. La logique finale est tordue. Elle voulait qu'on se batte pour elle. Elle voulait une preuve grandiose et dramatique de sa valeur. Même alors qu'elle s'en allait, mon calme n'était pas de la dignité pour elle, c'était une insulte.
cela lui refusait le rôle principal dans la tragédie de la rupture. Je me suis finalement redressé. Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé, non pas la Chloé que j'avais aimée, mais la personne debout devant moi. Le sentiment de droit était toujours là, maintenant teinté de panique parce que son spectacle tombait à plat. Il n'y a rien pour quoi se battre, ai-je dit, ma voix étant égale et dépourvue de la chaleur qu'elle désirait désespérément. Tu as fait un choix. Je fais le mien. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Le scénario était en lambeaux. Au revoir, Chloé. Je suis retourné dans mon appartement et j'ai fermé la porte. J'ai entendu un petit son choqué de l'autre côté. Un soupir, peut-être le début d'un mot. Puis, après une longue minute, le bruit des boîtes que l'on déplace, traînées dans le hall, et le gémissement lointain de l'ascenseur. Je suis allé à la cuisine, j'ai versé un verre d'eau et je l'ai bu lentement, regardant la nuit désormais claire. Le silence n'était plus lourd. Il était paisible. Il était à moi. L'ignorance avait commencé, non pas de manière mesquine ou immature, mais comme une conséquence naturelle. Quand vous traitez quelqu'un comme une option, vous ne devriez pas être surpris de vous retrouver un jour supprimé de son monde. J'avais simplement accepté la rétrogradation qu'elle m'avait donnée, et ce faisant, je l'avais congédiée de ma vie entière. La première semaine a été un vide, non de tristesse, mais de sensation. Je me déplaçais dans mes journées comme un astronaute, sans attache dans l'espace silencieux. Son absence n'était pas une douleur. C'était un fait neutre. L'appartement, désormais vraiment le mien, résonnait d'un calme que j'ai appris à apprécier. Je mangeais quand j'avais faim, je dormais toute la nuit et je laissais une tasse dans l'évier sans un soupçon de culpabilité. Je ne l'ai pas cherché. J'avais bloqué son numéro, mais je l'avais aussi bloqué sur toutes les plateformes sociales en une seule heure méthodique. Je n'étais pas fort, j'étais minutieux. Je savais qu'un moment de faiblesse pouvait venir d'une photo égarée. J'ai éliminé cette possibilité. Pour son monde numérique, j'avais simplement cessé d'exister. Mais le monde réel possède des fils conducteurs, et les nôtres étaient tissés à travers des amis communs. Ils sont devenus ma fenêtre involontaire sur le karma qui commençait à mijoter. Le premier fil conducteur était Antoine, un ami de l'université qui essayait de rester neutre. « Salut l'ami, je viens juste prendre des nouvelles », a-t-il dit autour d'une bière 15 jours plus tard. Il jouait nerveusement avec sa bouteille. « Alors, Chloé et Loïc, hein ?» C'était soudain. C'était son choix, ai-je dit. Ma voix ne contenait aucune émotion. C'était un bulletin météorologique. Oui, elle est. Eh bien, elle est vraiment excitée. Elle dit qu'il est électrique. Antoine a fait des guillemets avec ses doigts, le visage mal à l'aise. Il parle déjà d'un week-end à la Côte d'Azur. Tant mieux pour elle, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Plus elle courait loin et vite, mieux c'était. Antoine m'a regardé, cherchant de l'amertume, une fissure. Il n'a trouvé qu'un terrain calme. Tu prends cela vraiment bien. Il n'y a rien à prendre, ai-je dit. C'est terminé. Le fil conducteur suivant était Léa, qui était plus proche de Chloé. Sa mise à jour est arrivée un mois plus tard via un message texte qui vibrait d'un malaise bavard. Léa, d'accord, alors le voyage à la côte a été annulé. Loïc avait apparemment réservé en double avec des amis venant de l'extérieur de la ville. Chloé était furieuse. Elle l'a traité de peu fiable. Je jure qu'elle a utilisé le mot instable. Je n'ai pas répondu. Le texte était une information, pas une ouverture. Je l'ai supprimé. Ma propre vie remplissait lentement l'espace qu'elle avait laissé vacant. J'ai rejoint une salle d'escalade, trouvant une satisfaction sombre dans la lutte purement physique. Je me suis plongé dans le projet Beaumont, livrant un travail plus net, plus créatif, sans le drainage constant de la charge émotionnelle de quelqu'un d'autre. J'ai repris contact avec des amis que j'avais négligés, ceux qui prenaient des nouvelles de moi, et non de nous. Je reconstruisais un homme pièce par pièce, et le plan était le mien. Le deuxième mois, les filles sont devenues plus sombres. J'ai croisé Élodie, une ancienne collègue de Chloé, au supermarché. Ses yeux se sont agrandis de pitié quand elle m'a vu. Oh, salut. Mon Dieu, j'ai entendu parler de tout cela. Comment tiens-tu le coup? Je vais bien, merci. Comment se passe le nouveau travail? Elle a cligné des yeux, déstabilisée par la normalité.
C'est bien, je vais bien. Elle se penchait vers moi, sa voix baissant d'un ton. Écoute, entre nous. Chloé ne va pas bien. Elle est passée à l'ancien bureau la semaine dernière pour déjeuner. Elle avait l'air épuisée, elle a dit que Loïc était difficile. Il a fait une crise dans un beau restaurant parce que le vin n'était pas à son goût. Elle a passé tout le déjeuner à le comparer à toi, disant que tu ne ferais jamais une scène. Élodie a secoué la tête. C'était inconfortable. Un sentiment de calme étrange a fleuri dans ma poitrine. Ce n'était pas de la joie devant le malheur d'autrui. C'était une validation. L'univers prouvait simplement un théorème que j'avais déjà résolu, les choses instables sont instables. J'espère qu'elle trouvera une solution, ai-je dit. Et c'était la vérité. J'espérais qu'elle trouverait une solution loin de moi. Le fil final s'est rompu environ 10 semaines plus tard. C'était Thierry, un ami commun qui avait initialement soutenu Chloé. Son appel était brusque et gêné. « Et, tu as entendu ?»« Entendu quoi, Thierry ?»« À propos de Loïc. Ce type est une catastrophe totale. Il l'a quitté par message texte, si tu peux le croire. » Je pouvais le croire. Je n'ai rien dit. Thierry a continué sur un ton de grief, comme si le mauvais jugement de Chloé l'avait personnellement incommodé. Oui, un message disant qu'elle était trop nécessiteuse et qu'elle vivait dans le passé. Peux-tu imaginer? Après tout ce qu'elle a quitté pour lui. Elle est anéantie. Absolument brisée. J'ai attendu. Je savais ce qui allait arriver. Alors, elle va te contacter. Elle est vraiment désolée. Je pense que tu devrais l'écouter. Tout le monde mérite une seconde chance, n'est-ce pas? J'ai regardé par ma fenêtre les lumières de la ville, mon reflet étant clair et calme dans la vitre. Thierry, ai-je dit, ma voix étant plate. Au moment où elle a choisi de partir, elle a épuisé toutes ses chances avec moi. Mon implication s'est terminée à ce moment-là. Ne m'appelle pas pour arbitrer ses regrets. J'ai raccroché. Le cercle était bouclé. L'étincelle l'avait réduite en cendres. L'avenir imprévisible et excitant avait duré moins d'une saison. Et maintenant, le filet de sécurité qu'elle avait si arrogamment supposé être là allait recevoir une réponse très ferme. Les tentatives de contact ont commencé comme je savais qu'elles le feraient. D'abord, un message d'un numéro inconnu le lendemain de l'appel de Thierry. Inconnu, salut, c'est Chloé. J'ai entendu dire que tu avais déménagé. J'espère que tu vas bien. Pouvons-nous parler? J'ai fixé le numéro. Pas d'excuses. Pas de reconnaissance de la bombe nucléaire qu'elle avait lâchée. Juste un simple « salut », comme si 3 mois de silence et un autre homme n'étaient qu'un malentendu mineur. Je l'ai supprimé. 2 jours plus tard, un message vocal. Sa voix était épaisse, étouffée. La performance du remords. C'est moi. Écoute, j'ai fait une énorme erreur. La plus grande de ma vie. Loïc n'était pas celui que je pensais. Il était cruel. Ce que toi et moi avions été réel. C'était sûr. Et j'ai été trop stupide pour voir que la sécurité est primordiale. S'il te plaît, appelle-moi. J'ai besoin d'entendre ta voix. J'ai sauvegardé le message vocal, non par sentimentalisme, mais comme un trophée numérique, un spécimen parfait et préservé d'hypocrisie. Je n'ai pas rappelé. Puis sont arrivés les messagers. Sa sœur Mathilde, dont j'avais encore le numéro. Julien, c'est Mathilde. Son ton était impérieux. Chloé souffre vraiment. Ce type lui a fait beaucoup de mal. Le moins que tu puisses faire est de l'écouter. Sois la personne la plus raisonnable. Agis comme un homme. J'ai ressenti un soupçon d'amusement froid. Mathilde, ai-je dit, ma voix étant polie et impénétrable. Ma responsabilité envers Chloé s'est terminée au moment où elle a choisi de partir. Je ne suis pas son option de soutien émotionnel. Ne me contacte plus. J'ai mis fin à l'appel et je l'ai bloquée elle aussi. La forteresse était scellée, mais le sentiment de droit ne respecte pas les murs. Il croit que les portes doivent toujours s'ouvrir pour lui. C'était un mardi soir, reflétant de manière presque poétique la nuit où tout avait commencé. La pluie frappait la fenêtre de mon salon. J'étais dans la cuisine, l'air étant riche de l'odeur de l'ail et du vin rouge. Inès se tenait à côté de moi, remuant une casserole de sauce bolognaise.
Elle racontait une histoire à propos d'un client difficile, ses mains étant animées, ses yeux roulant avec une exaspération affectueuse. Nous sortions ensemble depuis 6 semaines. C'était facile. C'était léger. Elle était une présence chaleureuse et stable qui ne demandait rien d'autre que de la compagnie et donnait la sienne librement. On a frappé à la porte de manière intrusive. « Tu attends quelqu'un » a demandé Inès, regardant l'heure. « Non » ai-je dit, m'essuyant les mains. Une certitude froide s'est installée en moi. Je suis allé à la porte et je l'ai ouverte. Elle se tenait là. Chloé, trempée, ses cheveux collés à son crâne, le mascara coulant sur ses joues entraînées noires. Elle semblait plus petite, dégonflée, une version gorgée d'eau de la femme qui était partie. Ses yeux grands et désespérés se sont fixés sur les miens. « Tu n'as répondu à aucun de mes » a-t-elle commencé, sa voix étant une ruine tremblante. « Chloé » ai-je dit, mon ton étant neutre, mon corps bloquant fermement l'entrée. « Que fais-tu ici ? J'ai besoin de te parler. S'il te plaît. » C'était un sanglot déchirant. J'ai été si stupide. Si stupide. Loïc, il s'est moqué de moi. Il a dit des choses affreuses. Tout ce que tu étais, il ne l'était pas. Tu étais gentil. Tu étais stable. Je le vois maintenant. Je vois tout maintenant. Je veux arranger cela. Je veux revenir à la maison. Ses yeux ont regardé derrière moi, essayant de scruter l'appartement chaud et éclairé, cherchant le paysage familier de son plan de secours. Depuis la cuisine, la voix d'Inès a résonné. Chaleureuse, curieuse, totalement ignorante du séisme à la porte. « Bébé, est-ce que tout va bien ? La sauce est presque prête à être servie. » L'effet a été instantané. Le visage de Chloé, déjà pâle, est devenu d'une blancheur cadavérique. Sa mâchoire s'est affaissée. Son expression désespérée et suppliante s'est figée, puis s'est brisée dans un choc pur et authentique. C'était le regard de quelqu'un qui aurait lu la dernière page d'un livre pour découvrir que l'histoire avait été réécrite. Je ne me suis pas retourné. J'ai gardé mes yeux sur Chloé, regardant la réalisation exploser dans son esprit. Le filet de sécurité n'était pas seulement disparu, il soutenait désormais quelqu'un d'autre. J'ai laissé un léger sourire indéchiffrable toucher mes lèvres. Il ne contenait aucune chaleur, aucune méchanceté. C'était simplement l'expression d'un homme énonçant un fait évident. « Tout va bien, Inès » ai-je répondu, ma voix étant calme et égale. C'est juste quelqu'un de mon passé qui s'est égaré. J'ai regardé Chloé, les ruines de son arrogance et de son plan. La pluie tombait de sa veste sur mon paillasson. « Tu avais raison, Chloé » ai-je dit, ma voix étant calme, finale et tout à fait claire. Cela n'a pas fonctionné avec lui. J'ai fait une pause, laissant toute l'ironie de ce moment s'imprégner en elle. Ses yeux se sont remplis de nouvelles larmes. Des larmes de compréhension, d'une défaite totale. « Mais tu avais tort sur tout le reste » ai-je continué. Nous n'avons rien à nous dire. Ma vie a avancé. J'ai fait un léger pas en arrière, la main sur la porte. Je te suggère de faire de même. J'ai fermé la porte. Le déclic doux et définitif du loquet a été le point final de l'histoire. Je suis resté là une seconde, écoutant. J'ai entendu un son étouffé, un sanglot sourd, puis le bruit lent des pas s'éloignant dans le hall. Je me suis retourné. Inès était appuyée contre le cadre de la porte de la cuisine, une question douce dans les yeux. « Tout va bien ?» Je me suis approché d'elle, l'odeur de l'ail, des herbes et de son parfum m'enveloppant. J'ai posé mes mains sur sa taille et j'ai embrassé son front. « Juste un fantôme » ai-je dit. Et pour la première fois de la nuit, ma voix était chaleureuse, imprégnée d'un amour présent et tangible. Maintenant, à propos de cette sauce, elle sent incroyablement bon. Elle a souri, la question s'effaçant, remplacée par la confiance. Elle l'est. Tu vas adorer. Alors que je l'aidais à servir le repas, je l'ai ressenti, une légèreté profonde et tranquille. Pas de colère, pas de douleur persistante, pas même de pitié. Juste la connaissance sereine et inébranlable que le passé était enfin, complètement, juste cela. Le fantôme était venu frapper et, ne trouvant personne à la maison, s'était simplement évanoui pour de bon.